Je m'appelle Shelby. Mon défunt mari, Antonio, a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Pour faire court, il est décédé dans un accident de moto il y a exactement 8 ans. Au moment où j'écris ceci, le 29 avril 2016, ce que je m'apprête à vous dire est quelque chose que j'ai caché dans mon esprit depuis que c'est arrivé. Mais je pense que je suis enfin prêt à en parler. Antonio et moi avons tous deux grandi en Italie. L'anglais est en fait ma deuxième langue. Il a toujours rêvé de voyager en Grèce, mais nous avons constamment reporté le voyage. L'un de mes plus grands regrets a été de ne pas m'être absenté du travail un été pour l'accompagner. À la fin du printemps 2018, j'ai décidé de serrer les dents et de faire le voyage dont il avait toujours parlé. N'ayant que 36 ans et sans enfant, je n'aimais pas la perspective de voyager seul. J'ai donc décidé de réserver une croisière, pensant que ce serait plus relaxant. En fait, j'ai eu de la chance. Celebrity Cruise Line a organisé une croisière, le meilleur de la Grèce, couvrant 6 villes, Athènes, Santorin, Éphèse, Mykonos, Volos, Thessalonique et retour à Athènes. J'ai fait de mon mieux pour être enthousiasmé par la croisière, sachant que c'était ce qu'il aurait voulu. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de trouver tout cela quelque peu mélancolique. C'était juste mal d'être là sans lui. Certes, j'ai peut-être été un peu trop ivre le premier soir après avoir quitté Athènes, mais je pensais que j'avais le droit de me comporter avec moins de prudence. Après être sorti du bateau et avoir profité des offres de la ville, je me suis retrouvé à boire des martinis sans fin dans un bar sans nom. C'est à ce moment-là que je l'ai remarqué. De l'autre côté du bar, il y avait un homme d'une quarantaine d'années, avec de longs cheveux bruns raides et une barbe mal entretenue. Il n'était pas méchant, en fait, mais son regard était troublant. Au début, je l'ai considéré comme le regard errant d'un type solitaire. Peut-être qu'il me trouvait attirante. Je n'allais pas être offensé s'il voulait me regarder. Après avoir croisé son regard plusieurs fois, j'ai commencé à ressentir un malaise. La façon dont il me regardait était tellement perturbante. Ce n'était ni séduisant ni charmant, comme s'il essayait de flirter ou quelque chose comme ça. C'était littéralement comme s'il essayait de me percer un trou dans le visage avec ses yeux. J'ai fini ce qui devait être mon 8e verre. J'ai payé ma note et je suis rapidement retourné au quai. Cette nuit-là, mon souvenir de cet homme s'était complètement dissipé. La ville suivante inscrite au rôle était Éphèse. Mon temps là-bas s'est essentiellement déroulé de la même manière. Consommer beaucoup plus d'alcool que ce qui était acceptable pour une femme de mon âge. Hormis une certaine culpabilité passagère, tout s'est bien passé à Éphèse. Mykonos était la suivante. Je suis sûr que cela ne surprendra aucun d'entre vous à ce stade. Vers la fin de la journée, je me suis inévitablement retrouvé assis seul dans un bar en plein air. Et c'est à ce moment-là que je l'ai remarqué. Il y avait un homme debout contre un luminaire, les bras croisés. J'ai tendu les yeux, pensant que mon esprit devait me jouer un tour. Mais c'était indubitable. C'était le gars de Santorin. Il était trop loin pour que je puisse savoir s'il me regardait, mais sa tête était inclinée dans ma direction. Bizarrement, il portait exactement la même tenue qu'il avait portée à Santorin. Une vague d'inconfort m'envahit. Étais-je harcelé? Mes paumes commençaient à être moites, alors je les frottais nerveusement sur ma robe, tout en baissant la tête, essayant d'éviter de regarder dans sa direction. Je pouvais sentir son aura rayonner. Même de si loin, je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai levé les yeux en arrière, mais il était parti. On pourrait s'attendre à ce que mon corps soit rouge de soulagement, mais en réalité, j'étais encore plus anxieux. J'ai commencé frénétiquement à regarder autour de moi, essayant de voir s'il s'était rapproché. Je ne me sentais pas à l'aise de retourner seul au bateau, alors j'ai croisé un couple qui partait, j'ai eu quelques petites discussions, puis je suis rentré avec eux. Cette nuit-là, au lieu de me retirer dans ma cabine, j'ai décidé d'explorer le bateau dans l'espoir de rencontrer cet homme étrange. Après avoir fouillé le bateau dans sa totalité, j'ai abandonné vers minuit.
Le lendemain matin, je descendis du bateau à Volos, déterminé à résoudre ce mystère. Au lieu de m'aventurer dans la ville, j'ai choisi d'attendre sur la passerelle. J'ai regardé douloureusement pendant un temps excessif les personnes les unes après les autres quitter le navire. Je n'en ai manqué aucun, mais il n'en faisait pas partie. Frustré, je suis retourné au navire et j'ai passé le reste de la journée au bord de la piscine. Thessalonique était la dernière ville. Même si je le redoutais, j'ai dû accepter le fait que je perdrais mes vacances si je restais sur le bateau. Alors, à contre-cœur, je suis descendu du bateau et j'ai essayé de profiter de la ville. Me sentant superstitieux, j'ai pensé qu'il serait peut-être préférable d'éviter les bars et l'alcool cette fois-ci, ce que j'ai fait. Au lieu de cela, j'ai erré dans les rues sans but, admirant l'architecture et profitant du beau temps. Et puis, comme au bon moment, il était de nouveau là. Il se trouvait quelques rues plus loin, au milieu de la route, les bras le long du corps. Au lieu d'avoir peur, j'ai senti une énorme poussée de confiance, induite par l'adrénaline commencer à affluer. Je lui ai crié et j'ai commencé à marcher dans sa direction. Au lieu de me reconnaître, il s'est retourné et a couru. C'était bizarre. Il a pris un virage et je l'ai poursuivi. Je suis arrivé au coin et je l'ai à peine vu courir dans une autre rue. J'ai sprinté pour le suivre. J'ai tourné au même coin et il avait disparu. Nulle part à voir, comme s'il avait disparu de l'existence. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'ai été soulagé lorsque le navire est arrivé à Athènes. Mais une fois de retour à la maison, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment tenace de cet homme qui me pesait sur l'esprit. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches. Je ne savais même pas trop quoi chercher, mais je pensais que les récents rapports de police étaient un bon point de départ. Sans succès, je suis tombé sur des annonces de personnes disparues. J'ai fait défiler page après page. Et puis, j'ai trouvé quelque chose. Là, au milieu de la page, il y avait une annonce de personnes disparues pour un gars qui ressemblait presque à l'homme qui me suivait. J'ai regardé, figé sous le choc. Ce qui était encore plus inquiétant, c'était son nom. Il portait le même prénom que mon Antonio. Ce fut une cruelle coïncidence. La toute première chose que j'ai faite a été d'appeler la police et de signaler mes observations. L'opératrice m'a remercié pour mon aide et m'a mise en attente. Quelques minutes plus tard, elle m'a demandé si j'étais sûr à 100% de ce que j'avais vu. Je lui ai dit oui. Après une pause inconfortable, elle a poursuivi en disant qu'ils avaient en fait clos le dossier de cet homme il y a un peu plus d'un mois. Apparemment, il avait été retrouvé mort dans un accident de bateau au large de Parga, en Grèce. Ce qui est plus sinistre cependant, c'est que la date de son décès confirmé était le mois et le jour exact du décès de mon mari, soit seulement 2 ans plus tard. J'ai raccroché, frissonnant littéralement. Je ne pense pas avoir jamais été aussi terrifié qu'à ce moment-là. J'ai commencé à avoir des vertiges, à me demander si je devenais peut-être fou. Avais-je tout imaginé? Soudain, une autre vague de prise de conscience m'a frappé au visage. La seule ville où je ne l'avais pas vue, Éphèse, était en fait une ville de Turquie, pas de Grèce. Je ne crois pas au paranormal, mais j'ai passé des heures à essayer de rationaliser mes observations, et aucune conclusion à laquelle je parviens n'a de sens. Mais ma nièce Maria s'est mariée à Athènes l'été dernier, donc je n'avais pas le choix. Et, comme sur des roulettes, il était de nouveau là. Je ne l'ai vu qu'une fraction de seconde cette fois, debout dans la même tenue près du bar, la tête pointée dans ma direction. Pour être tout à fait honnête avec vous, il y avait tellement de gens ivres là-bas que j'aurais pu l'imaginer. Quoi qu'il en soit, j'ai juré de ne plus jamais remettre les pieds en Grèce. Je suis étudiant en dernière année à l'université Rowan, dans le sud de Jersey. Mes amis de la sororité m'appellent Devon. L'été dernier, j'ai fait une croisière aux Bahamas avec quelques-unes de mes copines pour me défouler. Nous venions tous d'avoir 21 ans, donc nos objectifs pour ces vacances étaient de boire,
de boire plus et de nous amuser. Nous avions tous le sentiment que nous méritions ces vacances après un semestre si épuisant passé à gérer les drames de la vie grecque et les devoirs scolaires. Quoi qu'il en soit, je serai bref. J'étais avec mes amis Tahor, Messina et Taylor. Taylor et moi n'étions pas toujours d'accord. Il y avait un petit drame entre nous deux. J'ai toujours pensé qu'elle était jalouse de moi parce qu'elle ne passait jamais de temps au gymnase et passait beaucoup de temps à manger. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Quoi qu'il en soit, j'étais très proche de Tahor et Messina, donc je pensais que tout irait bien. La compagnie de croisière que nous avions réservée était Carnival et se rendrait dans quelques îles des Bahamas avant de retourner à New York. Le bateau arriva à la première destination, appelée Paradise Island. Pour faire court, nous étions tous les quatre vraiment bourrés au bar, riant et flirtant avec les gars pour qu'ils nous offrent à boire. C'était en fait très amusant. À un moment donné, Messina m'a demandé si je voulais lui apporter un verre, ce que j'ai fait. Je suis allé au bar, j'ai commandé les boissons et j'ai attendu. Messina m'a suivi pour attraper la sienne. Les boissons sont sorties, mais je voulais vraiment prendre un selfie avec elle avant de retourner à notre table. J'ai sorti mon téléphone et pris quelques selfies avec les boissons. À ce moment-là, Tahor a appelé Messina et, étant aussi ivre qu'elle l'était, elle est partie sans moi, laissant son verre derrière elle. Je ne voulais pas que quelqu'un lui vole son verre, alors j'ai posé mon téléphone sur le bar et j'ai attrapé son verre avec mon autre main. Avec les deux verres, je me suis dirigé vers l'endroit où ils étaient assis et je me suis moqué de Messina pour son oubli. Peu de temps après, nous avons dû commencer à retourner vers le bateau. À la seconde où le bateau s'est éloigné, j'ai commencé à chercher frénétiquement mon téléphone. Je me sentais vraiment idiot. Je l'avais laissé au bar. J'ai commencé à pleurer, sachant que cela gâcherait certainement notre voyage. Je voulais sauter par-dessus bord pour avoir perdu mon téléphone le premier jour de la croisière. J'ai sorti mon ordinateur portable pour essayer de localiser l'emplacement de mon téléphone. À ma grande surprise, ce n'était pas sur l'île, mais apparaissait quelque part sur le bateau. Il était difficile de déterminer exactement où, mais j'étais soulagé de penser que quelqu'un avait dû le trouver et le rendre aux objets trouvés ou quelque chose du genre. Je suis allé chez Lost and Found, mais ils ont dit que personne n'avait rendu de téléphone. Tout soulagement que j'avais avait complètement disparu. Pourquoi quelqu'un prendrait-il mon téléphone s'il n'avait pas l'intention de le rendre? Je suis retourné chez mes amis et j'en ai encore pleuré. Tahor m'a dit de ne pas m'inquiéter et que je devrais simplement essayer de profiter du voyage du mieux que je pouvais. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je n'y ai pas pensé pendant une journée entière, ce dont j'étais vraiment fier. Vous ne réalisez jamais combien de temps vous passez réellement sur votre téléphone. J'ai continué à prendre des selfies ou à consulter les réseaux sociaux pour me rendre compte que je n'avais aucun moyen de le faire. Le lendemain, alors que j'étais tout à l'avant du bateau, j'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac pour vérifier l'emplacement de mon téléphone, par simple curiosité. À ma grande surprise, c'était presque juste au-dessus de moi. J'ai commencé à regarder autour de moi, mais il y avait tellement de monde que n'importe lequel d'entre eux aurait pu avoir mon téléphone. Je l'ai dit à mes amis, et ils semblaient aussi choqués que moi. Tous sauf Taylor. On aurait dit qu'elle essayait de retenir son rire. J'ai commencé à être vraiment ennuyé quand j'ai remarqué qu'elle trouvait ma situation drôle. Quelques heures plus tard, nous nous retrouvions dans l'arcade à l'arrière du bateau à jouer avec les jeux enfantins et ainsi de suite. Encore une fois, j'ai sorti mon ordinateur portable et, une fois de plus, l'emplacement de mon téléphone était essentiellement au-dessus de moi. Maintenant, j'étais furieux. Celui qui avait mon téléphone me suivait autour du bateau. Ce devait être Taylor. Ce gros pensait que tout ça n'était qu'une grosse blague. Je l'ai confronté, lui montrant la preuve sur mon ordinateur portable. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait aucune idée de ce qui était arrivé à mon téléphone et que ce n'était pas de sa faute si j'étais si stupide que je ne pouvais pas le suivre.
Nous avons commencé à nous crier dessus et j'ai dit des choses assez méchantes. Je lui ai fait vider ses poches et son sac à main, ce qu'elle a fait à contre-cœur. Cependant, mon téléphone n'était nulle part en vue. Elle m'a encore traité d'idiot en souriant intérieurement. Je suis parti seul, les larmes coulant sur mon visage. J'ai passé le reste de ma journée dans ma chambre et j'ai refusé de faire quoi que ce soit avec Taylor pour le reste de la nuit. Les 2 jours suivants passèrent très vite. J'ai refusé de passer du temps avec Taylor tout le temps et j'ai plutôt passé les 2 jours seul, vérifiant au hasard l'emplacement de mon téléphone par désespoir. En rentrant dans ma chambre ce soir-là, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Il y avait une enveloppe posée par terre comme si quelqu'un l'avait glissée sous la porte. C'était une lettre manuscrite. J'ai commencé à lire et je me suis senti dégoûté. Un type au hasard nommé Bart Vinsky aurait trouvé mon téléphone, l'aurait déverrouillé, l'aurait parcouru, aurait réalisé à quel point j'étais attirante et aurait voulu m'avouer son amour. La lettre était très courte, mais je me sentais complètement dégoûté. Un type avait un accès complet à mon téléphone et savait dans quelle chambre je logeais. J'avais envie de pleurer. J'ai signalé cela à l'équipe de sécurité de l'équipage en espérant qu'ils pourraient faire quelque chose. Malheureusement, ils étaient inutiles. La bonne nouvelle, c'est que ce perdant Bart n'a plus essayé de me recontacter et la croisière s'est terminée. Taylor et moi nous sommes réconciliés et nous nous sommes séparés tous les 4. J'aurais aimé pouvoir vous dire que l'histoire s'est terminée là, cependant. Le même soir, après que mon père m'ait ramené à la maison, je me suis couché tard pour regarder la télé-réalité sur mon ordinateur portable. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Pourquoi ne pas vérifier la position de mon téléphone maintenant? Je m'en voulais de ne pas y avoir pensé plus tôt. Je l'ai sorti et j'ai attendu qu'il se charge. J'ai été choqué en réalisant que le petit point bleu apparaissait juste au-dessus de ma maison. Mon sang s'est glacé. J'ai crié, réveillant ma famille. Mon père a fait irruption dans ma chambre, a réalisé ce qui se passait et a couru dehors pieds nus, brandissant son fusil de chasse. Je le suivis de près. Mon père a tiré un coup de feu en l'air et a crié à plein poumon. À ce moment-là, un type a sauté notre portail latéral et a couru dans la rue. Mon père a hésité avant de décider de ne pas le suivre. J'étais mortifié. Mon père et moi avons fait le chemin du retour et la scène était horrible. L'une des échelles de jardin de mon père était appuyée contre le côté de la maison, juste sous la fenêtre de ma chambre. Mais ce qui était encore plus horrible, c'était que le petit loquet en bois au-dessus de la fenêtre était presque entièrement sectionné. Peut-être quelques minutes de plus, et il aurait pu ouvrir la fenêtre. Je n'aurais peut-être pas été en vie pour raconter cette histoire si je m'étais endormi au lieu de vérifier ma position. Nous avons déposé plainte à la police et cela fait presque 2 semaines sans incident. J'ai encore du mal à dormir la nuit, sachant qu'un type quelconque a accès à toutes mes informations, toutes mes photos, mon nom, mes contacts et mon adresse. Mon téléphone a été désactivé, mais je ne peux qu'imaginer quel type de données il a pu conserver. Cela peut paraître étrange à certains d'entre vous, mais j'ai toujours rêvé de devenir barman sur un bateau de croisière. Je ne sais pas pourquoi, mais la vie en mer me semble si paisible. De plus, je suis ce qu'on pourrait appeler un papillon social, et les gens que vous rencontrez sur les bateaux de croisière ont toujours les histoires les plus fascinantes. Il y a quelques années, j'ai fait de ce rêve une réalité. En tant que femme joyeuse d'une vingtaine d'années, avec quelques années d'expérience de barman à mon actif, j'ai rapidement suivi le processus d'entretien. Royal Caribbean m'a accueilli en tant que barman, et tout a bien commencé. Je ne vous ennuierai pas avec des détails non pertinents sur mon mandat, mais sachez que ce poste s'accompagne de nombreux déplacements, parfois trop. Après seulement 2 tournées, j'ai interagi avec 3 fois plus de personnes que celles que j'avais travaillant dans mon bar local pendant 2 mois. L'afflux de personnes a été considérable, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai postulé si catégoriquement pour ce poste.
Cette histoire se déroule lors de ma 3e tournée, une croisière transatlantique de 12 jours de Miami au Portugal et à l'Espagne. Ce fut long. Nous serions en mer pendant 5 jours d'affilée. Il y avait cependant une lueur d'espoir. Je serais enfin de retour en Europe, et Royal Caribbean pourrait me laisser prendre 1 semaine ou 2 pour rentrer chez moi, à Léon. Pour commencer, je sais comment me défendre contre les hommes ivres et trop coquettes qui m'achètent des boissons, beaux ou laids, vieux ou jeunes. J'ai toujours travaillé de nuit, donc ça fait partie du métier. Au cours de cette croisière particulière, un client s'est cependant démarqué des autres. Ce grand et séduisant trentenaire n'arrêtait pas d'attirer mon attention nuit après nuit. Il trouverait une place à mon bar, buvant lentement ses boissons. Finalement, nous avons entamé une conversation sur la vie de chacun et il était toujours le dernier client à quitter le bar à la fin de la nuit. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à attendre avec impatience ces soirées tardives où Sébastien traînerait dans mon bar. Je pouvais dire qu'il y avait une certaine profondeur derrière ses yeux vert clair. Un air triste semblait gravé sur ses traits. Le 3e soir, je l'ai amené à en parler, et l'histoire était carrément déprimante. Il m'a parlé à contre-cœur de son mariage troublé, s'arrêtant souvent comme pour peser chaque mot. Sa femme, Sacha, avait eu une liaison avec son meilleur ami d'université, Charles. Je n'entrerai pas dans les détails, mais cela semblait brutal. Il y avait beaucoup de détails. Il m'a littéralement donné leur nom complet, comme s'il attendait d'en parler à quelqu'un depuis des années. Il m'a ensuite raconté qu'il était monté seul à bord de la croisière, espérant que l'immensité de la mer l'aiderait à oublier sa douleur. Honnêtement, je ne savais pas comment réagir, à part continuer à remplir son verre. La veille de notre arrivée prévue à Ponta Delgada, il a exprimé sa gratitude pour ma compagnie et mon écoute. « Vous avez rendu ce voyage supportable », a-t-il admis. « Laisse-moi t'offrir un verre pour te remercier. » Ce n'était pas la première fois qu'on me proposait un verre, mais cette fois, c'était différent. J'ai ressenti un véritable lien avec cet homme, et ce qu'il avait vécu me semblait injuste. J'ai accepté, lui disant que j'étais heureux de l'avoir aidé à traverser une période aussi difficile. Normalement, je servais mon propre verre, mais il a insisté pour le faire lui-même, affirmant que c'était la chose polie et juste à faire. J'aurais dû maintenir des limites professionnelles, mais son insistance, combinée à son apparente vulnérabilité, m'a convaincu du contraire. À contre-cœur, j'ai accepté et je l'ai invité derrière le bar, une décision qui aurait pu changer ma vie. Il mélangea la boisson, les mains fermes, et me la tendit avec un petit sourire triste. La boisson avait bon goût, mais en quelques minutes, une forte somnolence a obscurci mes sens. J'ai essayé de saisir le bord de la barre pour me soutenir, mais tout est devenu noir et j'ai succombé à un étourdissement inattendu. Je n'ai même pas eu le temps de crier. Quand je me suis réveillé, le spectacle devant moi était terrifiant. J'étais dans ma propre chambre, mais l'endroit était en désordre. On aurait dit qu'une tornade l'avait dévasté. La panique m'a envahi lorsque j'ai réalisé que j'étais attaché à mon propre lit avec une serviette enfoncée dans ma gorge. Une vague de soulagement m'envahit lorsque je conclus que mes vêtements étaient toujours intacts. Intacts. 1 heure plus tard, le room service m'a retrouvé et m'a libéré. Cela avait été une journée bien remplie. Nous quittions déjà la Jamaïque. J'étais plus en colère qu'autre chose. Comment ai-je pu être aussi stupide? J'étais tombé sous le charme du charmant stratagème de Sébastien, et il avait profité de ma nature sympathique. Je doutais même que Sébastien soit son vrai nom. Ma suite, comme je l'ai déjà dit, était complètement saccagée. Mes bijoux, mon téléphone et mes effets personnels avaient tous disparu. Le coffre-fort était grand ouvert, son contenu avait disparu. Ma valise avait également disparu. L'équipe de sécurité des navires de croisière a fait une énorme affaire à ce sujet. Non pas avec les passagers, évidemment, mais entre eux. Ils ont visionné les images et ont découvert que le type avait débarqué tôt à Ponta Delgada et n'était pas retourné au navire.
L'équipage n'a eu d'autre choix que de le laisser sur place lorsqu'il ne s'est pas présenté à la passerelle à l'heure du départ. Ils m'ont exhorté à garder le silence sur tout cela, me disant de ne pas aller en public. Ils m'ont proposé une compensation substantielle et m'ont promis qu'ils finiraient par le retrouver. Après tout, il a dû utiliser un passeport pour réserver la croisière. Dans les semaines qui ont suivi la croisière, ils m'ont contacté et m'ont fait part des résultats de leurs recherches. Parce que l'équipage n'était pas réellement rentré aux États-Unis, c'était un cauchemar d'essayer de contacter la police américaine et de lui donner des détails sur le crime et son auteur. Le Portugal s'est montré un peu plus docile, menant au moins un semblant de recherche, mais même moi, je savais qu'il n'y avait aucune chance que Sebastian soit encore au Portugal. Les États-Unis se sont finalement impliqués et ont lancé une enquête à grande échelle. Les identités que l'homme avait utilisées étaient toutes réelles. Un vrai passeport, un vrai nom, une vraie adresse, tout était réel. Ils se sont d'abord rendus à un lieu de résidence supposé. Le propriétaire leur a dit que Sebastian avait déménagé il y a un peu plus d'1 mois, sans rien laisser derrière lui. Le propriétaire possédait un numéro de téléphone personnel, mais celui-ci était bien sûr déconnecté. La police a recherché des biens à son nom, mais rien n'a été trouvé. Ses antécédents criminels étaient également étonnamment clairs. Le gars n'avait même jamais reçu de contravention pour stationnement. La police s'est rendue à ses emplois précédents, qui ont tous raconté la même histoire. La seule adresse qu'ils avaient était celle qu'il avait laissée, et le seul numéro de téléphone qu'ils avaient était celui qu'il avait déconnecté. J'étais furieux. Ils avaient littéralement sa pleine identité. Ils auraient dû faire quelque chose de plus. Je ne pouvais pas m'empêcher de me blâmer pour toute cette épreuve. Vous pourriez penser que les choses s'arrêtent là, mais vous auriez tout à fait tort. J'ai pris un congé prolongé de Royal Caribbean, dans l'espoir de me distancier de tout cela. Malheureusement, la situation n'a fait que s'aggraver. Environ 1 mois plus tard, j'ai reçu la première, une enveloppe vierge déposée chez moi avec une seule photo à l'intérieur. C'était moi qui marchais vers ma voiture après avoir fait quelques courses. J'avais envie de crier. 1 semaine plus tard, j'ai reçu le deuxième, une photo franche de moi faisant du shopping au centre commercial. Au début, j'ai essayé d'ignorer les images, mais elles n'arrêtaient pas d'arriver. Les enveloppes arrivaient les unes après les autres, chacune étant une photo de moi inconscient de l'appareil photo. Chaque photo ressemblait à une raillerie, un rappel qu'il était toujours là à me regarder. Je ne peux pas décrire la terreur avec laquelle j'ai vécu pendant ces semaines. J'avais peur de quitter ma maison. Je ne pouvais pas aller travailler, sortir avec des amis ou faire du shopping sans constamment regarder par-dessus mon épaule. Après la 6e enveloppe, je suis allé à la police. Je sais que vous vous demandez probablement pourquoi je n'ai pas cherché la première enveloppe. Honnêtement, je ne peux même pas répondre à cette question. La police n'a pas été très utile. Je ne pense pas qu'ils savaient quoi faire, mais je voulais qu'ils aient un dossier sur mon cas, au cas où quelque chose de plus grave en résulterait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une nuit, des coups ont résonné contre la fenêtre de ma chambre. Je savais que c'était lui. La police a enquêté, n'a rien trouvé et m'a fait encore plus peur qu'avant leur arrivée. J'en avais assez. J'ai déménagé immédiatement après, sans laisser d'adresse de réexpédition, en changeant toutes mes coordonnées et en augmentant mes mesures de sécurité du mieux que je pouvais. Heureusement, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cet homme. Cela ne fait que 3 mois environ, alors j'espère ne pas me faire de mal en mettant cela en mots. Ma meilleure hypothèse est qu'il a réussi à déverrouiller mon téléphone alors que j'étais évanoui, et c'est ainsi qu'il a pu voler toutes mes informations. Le pire dans tout ça, ce n'est pas tout ce qui a été volé, ni même le fait que toute ma vie ait été déracinée lorsque j'ai changé d'appartement. Le pire dans cette situation, c'est que je n'aspirerai plus jamais à travailler sur un bateau de croisière. Je ne sais même pas si je veux continuer à travailler comme barman. C'est fou à quelle vitesse le rêve d'une vie peut se transformer en cauchemar.